Tout le reste est présent. Il est 20h30, j'ouvre le conseil municipal, s'il vous plaît. Merci. Au niveau du... Vous avez reçu tous le compte-rendu du conseil, du dernier conseil. Y a-t-il des observations sur le rapport, le compte-rendu du dernier conseil? Non, personne. Donc il est approuvé. Alors, pouvoir, on a deux pouvoirs. Madame Guérin donne le pouvoir à M. Kubrick et Madame Lallemand donne le pouvoir à Madame Reynard. C'est les deux mêmes. Hein. Elle l'a envoyé deux fois. Alors il me faut un secrétaire. C'est moi. Monsieur Gauthier. Donc vous avez dans votre serviette, hein, enfin dans votre dossier plutôt, un certain nombre d'engagements que j'ai pris entre les deux conseils municipaux. Principalement, si vous regardez, il n'y a que des... Enfin, 95% ce sont des concessions concernant le cimetière, en dehors de la convention d'occupation avec Madame Brunet qui prend des photos pour les cartes d'identité et les passeports. Et donc elle intervient le deuxième samedi de chaque mois, le samedi matin, et elle demande 12 € pour avoir un certain nombre de photos, je crois que c'est 6 photos, et elle paye 1 € à la commune. Et nous avons touché également de la compagnie d'assurance 4 245,65 €. Par ailleurs, vous avez la liste de toutes les ventes pour lesquelles la commune n'a pas préempté. D'accord. Alors, maintenant, nous allons passer au point 2. Et Madame Pierre va vous parler de la modification du tableau des effectifs. Suite à la réception par des avancements proposés, enfin c'est les avancements proposés par ancienneté, hein, ce ne sont pas des avancements à choix. Donc il s'avère que cette année il y en a pas mal. Et en plus il y a un emploi d'animateur principal deuxième classe qui a été créé pour la réussite au concours. Donc le maire propose au conseil municipal de créer un emploi d'animateur principal de deuxième classe à temps complet, un emploi d'attaché principal à temps complet, un emploi d'adjoint administratif principal de première classe à temps non complet à raison de 17h30 hebdomadaire, un emploi de technicien principal de deuxième classe à temps complet, un emploi d'agent de maîtrise principal à temps complet et un emploi d'agent de maîtrise principal à temps non complet à raison de 31 heures hebdomadaires. De modifier le tableau des effectifs. Les crédits nécessaires à la rémunération et en charge des agents nommés dans ces emplois seront inscrits au budget chapitre 012. Y a-t-il des questions? J'ai une question. Il y aura bien sûr des suppressions ensuite de ceux qui sont... Normalement, au prochain CST ou peut-être celui d'après. La deuxième chose, vous mettez que les crédits nécessaires seront inscrits. Non, ils sont déjà inscrits. Ils sont inscrits. Pas forcément tous, parce qu'on a eu les tableaux là dernièrement. Oui, oui. Et puis il y en a qui seront nommés qu'au 1er avril, au 1er juin. Mais enfin, on avait prévu des avancements déjà dans les crédits. On vote. Oui. Il y a tous les votes contre, les abstentions. Merci. Le point numéro 3, fongibilité des crédits. La nomenclature M57 est applicable sur les budgets communaux concernés depuis le 1er janvier 2022. Cette nouvelle nomenclature entend offrir davantage de souplesse aux collectivités dans la gestion de leur budget. Ainsi, il est possible de choisir certaines options en matière de fongibilité des crédits. Cette politique de fongibilité des crédits s'applique aux sections de fonctionnement et d'investissement. En effet, la nomenclature M57 offre au conseil municipal le pouvoir de déléguer au maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la même section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles à chacune des sections, fonctionnement et investissement.
fait, on a déjà voté l'année dernière. Le trésorerie, on pensait que ça suffisait une fois, mais la trésorerie demande à ce qu'on refasse tous les ans. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'autoriser le maire à procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre au sein de la même section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune des sections. Fonctionnement et investissement. Cette autorisation est valable pour l'année 2024 et devra être renouvelée le cas échéant pour chacun des exercices suivants. Autorise Monsieur le maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des questions? De vote contre? Des abstentions? Merci. Monsieur Cyr, tarifs municipaux, salle communale de l'ONIS. Et la commune a été sollicitée par l'entreprise Camping Paradis pour accueillir sur 2 mois, février et mars, de 130 à 150 salariés du groupe Camping Paradis en vue de suivre une formation d'animateur. Donc, à ce titre, le groupe a souhaité réserver 5 salles de l'ONIS pendant la période des 8 semaines de formation. Et vu la délibération en date du 26 octobre fixant les tarifs d'utilisation des salles de l'ONIS, nous avons considéré que les tarifs appliqués ne sont pas adaptés à la demande du groupe Camping Paradis et qu'il convient de fixer un tarif pour répondre à cette utilisation ponctuelle des salles de l'ONIS pendant 2 mois. Donc nous proposons un forfait de 2 500 € par semaine d'occupation des salles de l'ONIS, soit un montant total de 20 000 € pour les 8 semaines. Et nous proposons également de rajouter un forfait par semaine d'utilisation de 125 € pour le ménage et de 125 € pour le prêt de matériel, soit 2 fois 1 000 € par semaine. Pour les 8 semaines. Voilà. Est-ce qu'il y a à vous des questions? Ça a été rajouté par rapport à la commission. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci beaucoup. Le point numéro 5, Madame Frémy, vous voulez sortir, s'il vous plaît. Donc on va parler d'acquisition à titre gratuit d'une partie de la propriété des consorts Frémy. Monsieur Gauthier. Alors, si vous vous rappelez, au mois de septembre 2021, le conseil municipal a décidé d'acquérir la parcelle cadastrée ZL 11110 pour une superficie de 128 m² qui est située 31 rue de la Liberté et qui est la propriété de monsieur et madame Edgar Frémy. Et ça, c'est à titre gratuit. La parcelle acquise à usage de passage permettait de desservir le terrain cadastré un peu plus bas, le 1107. Cependant, il n'a pas été donné suite à cette proposition. Donc un nouveau document d'arpentage a été établi et découpant cette parcelle, donc la 1110, propriété des consorts Frémy, en 2 parcelles. Donc la parcelle 1140 pour une superficie de 122 m², c'est celle qui représente tout le chemin et qui est donc cédée à monsieur et madame Perrier. Et la parcelle 1141 pour une surface de 6 m², qui est cédée gratuitement à la commune de la Tranche, et c'est une petite surface qui se trouve sur le haut de ce chemin. Et donc, monsieur le maire vous précise quand même que la commune accepte la cession à titre gratuit de cette parcelle, mais précise qu'une servitude de passage en surface et en tréfonds pour toute canalisation, d'alimentation en eau, aussi bien que des évacuations d'eau usée, et toute autre ligne souterraine au profit des acquéreurs de monsieur et madame Perrier doit être mentionnée dans l'acte notarié. Donc, vu l'accord des consorts Frémy pour la cession à titre gratuit de la parcelle 1141, il vous est demandé, donc après en avoir délibéré, de décider l'acquisition de la parcelle 1140 pour une superficie de 6 m² au 31 rue de la Liberté, et à titre gratuit, et les frais d'acte seront donc à la charge de monsieur et madame Frémy, et d'autoriser le maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des questions? C'est pas une question, c'est juste une observation. Au mois de septembre, nous avions voté contre, parce que nous n'étions pas d'accord sur le projet tel qu'il était présenté, et ma collègue Dominique nous avait un peu évoqué ce système-là. Nous sommes bien contents qu'il soit accepté. Et donc nous voterons cette fois-ci. Eh bien, tout va bien.
C'est bien. Alors juste une dernière petite chose sur la forme, il ne faut pas abroger la première délibération. On n'abroge pas. Parenthèse. On prend une nouvelle délib, là. Il faut bien prendre une nouvelle délib pour pouvoir... Oui, c'est... Ouais. Ben si, comment voulez-vous faire autrement? Non, non, mais justement, si on ne l'abroge pas, elle est toujours en vigueur. Non. Non. Non, pourquoi c'est une décision négative? On ne peut pas dire qu'elle soit en vigueur. C'est une décision de rejet qui est intervenue. Donc on ne va pas annuler une décision de rejet, enfin, ou supprimer une décision de rejet, parce qu'elle ne gêne pas, si je puis dire. Oui, puisqu'elle est... La nouvelle, elle s'annule. elle n'est pas rejetée, la nouvelle. Enfin, elle a été rejetée, mais la nouvelle décision se substitue à l'ancienne automatiquement, enfin de fait. Dans la mesure où l'autre n'a pas de conséquences. Oui, oui, oui. C'est juste, à mon avis, il n'y a pas mieux. Donc, Chacun son opinion. Ça ne me gêne pas. Non, non, moi je donne un avis. ok, donc y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 6, procédure interne de la commande publique, Madame Pierre, vous nous en parlez. Comme tous les 2 ans, l'avis relatif à la mise à jour des seuils de procédure formalisés pour les marchés publics et contrats de concession a été publié au JO numéro 0283 du 7 décembre 2023. Cet avis fixe les nouveaux seuils de procédure formalisés pour la passation des marchés publics et des contrats de concession, conformément au règlement UE. Bon, je ne vais pas tout souligner, parce qu'on a oublié. Les seuils applicables à compter du 1er janvier 2024 sont les suivants. 221 000 euros hors taxes pour les marchés publics de fourniture et de services des collectivités territoriales, 443 000 euros hors taxes pour les marchés publics de fourniture et de services des entités adjudicatrices et pour les marchés de fourniture et de services passés dans le domaine de la défense ou de la sécurité, 5 503 000 euros hors taxes pour les marchés publics de travaux et les contrats de concession. De plus, le seuil dérogatoire de dispense de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de travaux d'une valeur inférieure à 100 000 euros, initialement prévu jusqu'au 31 décembre 2022 par la loi numéro 2020-15-25 du 7 décembre 2020, l'accélération des simplifications de l'action publique, ASAP, a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2024 par le décret numéro 2022-1683 du 28 décembre 2022. En conséquence, la procédure interne votée le 20 janvier 2022 par le Conseil municipal n'est donc plus conforme aux nouvelles dispositions et doit être réactualisée. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la nouvelle procédure interne de commande publique telle qu'annexée à la présente délibération et autorise M. le maire à prendre toute mesure relative à l'exécution de la présente délibération et à signer les documents correspondants. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Nous avons demandé quelques explications sur le thème. Oui, ça fait plusieurs fois, c'est toujours le même. Oui, je veux. En fait, Un certain nombre de collègues ne sont pas habitués à ce genre de tableau, ils n'ont pas forcément l'information. moi, je ne l'ai pas, mais je l'ai quand même compris. Ah, mais très bien. Je ne sais pas. Bon. Non, mais c'est pas grave. Donc, fait-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point numéro 7, c'est Madame Pierre, convention de gestion. Oui, c'est bon. Eh oui. Convention de gestion zone artisanale, zone AE de la Corbeille. Dans le cadre de sa compétence économique, la communauté de communes est compétente pour la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion des zones d'activité économique de son périmètre. À ce titre, elle assume la charge financière du coût de l'éclairage public présent sur les zones d'activité économique. Cette prise en charge nécessite parfois des échanges financiers entre les communes et la communauté de communes afin de tenir compte de certaines contraintes techniques. Il s'avère que le coût de la maintenance des points lumineux présents dans les zones d'activité économique est désormais facturé directement à la communauté de communes par le SIDER. Cependant, le coût de la consommation des points lumineux présents dans les zones d'activité économique ne peut pas systématiquement être facturé directement à la communauté de communes, car il arrive parfois que ces points lumineux sont reliés à une armoire qui concerne également les points lumineux relevant de la gestion communale. Or, le SIDEP émet une seule facturation pour la consommation relevant de cette armoire et l'adresse à la collectivité concernée par la majorité des points.
Dans ces cas de figure, il est donc nécessaire de prévoir une convention de gestion qui permettra de déterminer la participation de chaque collectivité et de définir des modalités de refacturation entre elles. Ces modalités sont définies en tenant compte de l'étude menée par le CIDEV et notamment le recensement de la puissance des différents points lumineux. Ainsi, la zone d'activité économique de la Corba à la Tranche-sur-Mer comporte 27 points lumineux qui sont reliés depuis le 1er janvier 2024 à une armoire électrique qui en supporte 36, soit 9 points lumineux situés en dehors de la zone ZAE et relevant donc de la commune de la Tranche-sur-Mer. La répartition des consommations se répartit de la manière suivante, soit 76,57% pour la CCSVL et 23,43% pour la commune de la Tranche-sur-Mer. La commune remboursera donc à la communauté de communes une somme équivalente à 23,43% de facturation afférente à l'armoire électrique desservant la zone d'activité économique ZAE La Corba, à la Tranche-sur-Mer. La présente convention qui définit ces nouvelles modalités de gestion de l'éclairage public entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024 pour une durée de 3 ans. Vu l'avis de la Commission Finances, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention de gestion relative à la ZAE de la Corba et autorise M. le maire à signer les conventions correspondantes. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Et vous avez la convention avec les Merci. Le point numéro 8 au ONF, programme de travaux, M. Carl, vous allez en parler. Oui, moi c'est le programme annuel d'entretien des différentes sections forestières avec l'ONF. Donc il y a la piste cyclable d'intérêt départemental qui longe la route des Sables avec une participation de 495 €. Ensuite, il y a les entretiens touristiques en forêt domaniale qui sont sur notre commune, que ce soit à la dune de Paris, que ce soit à la Terrière. Il y a la piste cyclable aussi qui longe la rue de la Vigie, avec un entretien. Ce sont des forfaits parce que quand il y a des trous qui se forment, quand il y a des poteaux qui tombent, ils sont renversés des fois par les voitures, ils les remplacent aussitôt. L'aire de pique-nique, évidemment, il y a des remplacements de poubelles, parfois de bancs, des arbres dangereux. Il y a aussi la piste cavalière, donc elle circule entre Longeville et nous, et donc c'est la partie qui correspond chez nous au Conche-Courly. Il y a l'accès aussi à la plage de la Terrière, et là il est prévu en particulier d'enlever un grillage qui est dangereux pour le public. Ensuite, il y a la dune de la Grière qui est communale à ce moment-là, et là il est prévu de faire un dépressage, c'est-à-dire de mettre à distance les jeunes pins de manière à ce qu'ils puissent continuer à croître normalement, parce qu'ils sont trop serrés. Voilà, donc tout ça ce sont des programmes avec certains qui doivent donner lieu à des devis, et donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la programmation des travaux par l'ONF pour l'année 2024, ainsi que les participations communales telles que présentées ci-dessus, autorise M. le maire à signer les documents correspondants. Avez-vous des questions? Oui, j'ai une question. Qu'est-ce qu'il en sera du remplacement des ganivelles qui sont cassés ou abîmés? Est-ce qu'il y a un programme de la commune de prévu, puisque l'ONF ne prend aucune... Dans quel secteur? Il y en a un peu partout, des couchers abîmés, cassés. Quand c'est dans la partie communale, normalement c'est nous. Oui, et sur l'ONF... Avec l'ONF, mais on peut le faire nous-mêmes. Sur la partie d'ONF, on peut décider de faire... faire... Sur la partie communale, soumis au régime forestier, donc géré par l'ONF, mais ça appartient à la commune. Et donc c'est pour ça qu'il nous propose un programme d'action. Et une fois que le programme d'action est approuvé, on peut faire les travaux nous-mêmes ou les faire avec eux. Mais là, ils n'ont rien prévu pour les ganivelles. Non, pas spécialement. Mais s'il y a un problème, on les prévient et on peut nous-mêmes intervenir.
D'accord. Donc s'il y a des zones où c'est cassé, abîmé, je remonte des informations. Vous me remontez l'information. Ceci dit, quand il s'agit du littoral, c'est avec le syndicat mixte du bassin du Lay Comme la dernière fois, je vous enverrai les photos. Absolument. Avec les lieux, comme ça, pour avoir. D'accord. Merci. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc le point 9, Vendée numérique, adhésion à la centrale d'achat, monsieur Nolo. Adhésion à la centrale d'achat Vendée numérique. Alors, le groupement d'intérêt public, on appelle GIP, Vendée numérique, a pour mission le déploiement de très haut débit en association étroite avec plusieurs organismes départementaux. Alors, il y a le CIDEV, Géo Vendée, qui est la cartographie de la Vendée, Vendéo, distribution de l'eau, Trivalis, des ordures, et le département, partenaire du projet Vendée numérique, territoire connecté. Le projet Vendée territoire connecté vise à développer les usages numériques autour des réseaux dits intelligents, notamment les usages d'objets connectés sur le territoire départemental vendéen et une infrastructure très bas débit, support de ces usages pour les besoins de l'ensemble des collectivités et acteurs publics vendéens. Il y a quelque temps, je rajoute quelque chose, il y a quelque temps, Vendée numérique nous a demandé si on était d'accord pour mettre sur nos bâtiments communaux des capteurs pour essayer de réduire la consommation d'électricité, d'eau, enfin tout ce qui est expliqué. On a répondu qu'on était d'accord et maintenant il nous propose donc une centrale d'achat pour nous permettre de nous fournir du matériel compétent qui pourrait servir donc pour des économies. Dans ce cadre, par délibération numéro D2A01-12-2023 du Conseil d'administration du 1er décembre 2023, Vendée numérique a décidé de se constituer en centrale d'achat Vendée numérique qui proposera aux collectivités un service capteur comprenant les études d'implantation de capteurs compatibles LoRa, le système s'appellera LoRa, la fourniture de capteurs et la pose de ce dernier. L'adhésion au dispositif de centrale d'achat garantit à la collectivité une solution technique qui fonctionne, compatibilité des capteurs, compatibilité du réseau, et des tarifs attractifs et un accompagnement par des experts. Elle est sans engagement de commande, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de commander, ni engagement financier, c'est-à-dire qu'on ne paye rien à cette convention, mais à contrario, la non-adhésion ne sera plus récupérable pendant 6 ans. On ne le fait pas maintenant, c'est fini. Celle-ci prend effet à compter de la notification de la convention à l'adhérent par Vendée numérique et pour une durée déterminée. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'adhérer à la centrale d'achat de Vendée numérique et autorise M. le maire à signer tous les documents relatifs à cette adhésion, notamment la convention d'adhésion. Je peux répondre à des questions, éventuellement. Non. Il y a des votes contre. Il y a des abstentions. Bien, écoutez, je vous remercie. Merci. Le point numéro 10, intercommunalité, étude pour le changement éventuel de PCI. Donc, un petit historique que vous avez dans votre dossier. Je rappelle qu'en 2012, l'UA a obligé toutes les communes à intégrer des communautés de communes. Donc, la Faute, l'Aiguillon et la Tranche, à l'époque, on a décidé, les 3 communes qui étaient hors communauté de communes, d'intégrer la communauté de communes des Pays de la Mer, où nous nous sommes retrouvés à 11 communes et tout allait très bien. La communauté de communes avait d'ailleurs racheté la piscine de la Tranche-sur-Mer qu'elle gérait depuis 2013. Et en 2015, une nouvelle loi a obligé de restructurer les intercommunalités, que les communautés de communes de moins de 15 000 habitants ont été obligées de fusionner. Et donc, notre président à l'époque et notre vice-président ont eu l'idée géniale d'intégrer 3 communautés de communes qui avaient moins de 15 000 habitants. Donc, on s'est retrouvé avec 4 communautés de communes qui ont fusionné et 72 personnes qui ont été autour de la table
dont la Tranche-sur-Maine, qui avait 3 représentants. Et donc, quand on regarde le profil de ces 4 communautés de communes, on s'aperçoit que sur les 43 communes, puisqu'il y en avait 44 à l'origine, mais avec la fusion de La Faute et l'Aiguillon, il y a plus de 43 communes, 37, voire 38 communes, ce sont des communes rétro-littorales, et je pense que ce soit beaucoup d'agriculteurs qui doivent être sur les routes. Voilà. Donc, évidemment, la Tranche-sur-Mer se trouve dans une communauté de communes qui n'a pas du tout les mêmes problématiques que l'ensemble des autres membres de cette communauté de communes. Et il faut savoir que, compte tenu des bases de la communauté de la Tranche-sur-Mer, on finance une belle partie du fonctionnement de cette communauté de communes. Et en retour, on n'a pas grand-chose, en dehors des ordures ménagères, et c'est tout, puisque toute la gestion ordures ménagères et la déchetterie, puisque le reste, ils géraient la bibliothèque, mais ils nous l'ont rétrocédé. Donc aujourd'hui, il n'y a plus que ça au niveau des activités que la communauté de communes gère. Bref, donc nous avons, en particulier, mais un certain nombre d'élus, la majorité, on a souhaité plutôt se retourner vers la communauté de communes Grand Littoral, qui est présidée par M. de Rugy, qui a plutôt un profil qui est en partie comme celui de la Tranche-sur-Mer, puisque ce sont des communes, quand on regarde, vous avez Longeville, vous avez Jarre, Saint-Vincent, Talmont, qui sont des communes littorales, et donc avec les mêmes problématiques que nous en grande partie. Évidemment, il y a des communes rétro-littorales, mais la majorité des décisions sur le plan littoral se font grâce à un certain nombre de communes. Alors que nous, dans notre communauté de communes, on a 2 problématiques. Il y a l'Aiguillon, La Faute, qui, elle, est une commune où il y a eu des submersions, et la commune de la Tranche où il y a eu l'érosion. Donc on n'a pas du tout les mêmes problématiques, et aujourd'hui, ils vont commencer à faire les études, alors qu'il faut les faire dans les 5 ans, il est déjà à 3 ans, et donc là, ils vont commencer à faire les études concernant les problèmes d'érosion, puisque nous avons adhéré dans la loi climat et résilience, et qui fait qu'on est obligé de faire des prévisions à 30 ans et à 100 ans. Donc, évidemment, cette communauté de communes n'a pas beaucoup d'expérience en matière maritime, comme vous pouvez l'imaginer. D'ailleurs, quand on voit les réactions du syndicat mixte qui gère tout ce qui est érosion et tout ce qui est maritime et rivière, on s'aperçoit qu'au niveau maritime, compte tenu du courrier qu'on vient de recevoir de la DSTM, ils les ont remis dans leur... toutes les propositions qu'ils ont faites ont été refusées par la DSTM. Enfin bref, donc j'ai eu plusieurs réunions et plusieurs déjeuners avec le président c'est Grand Littoral, plutôt Vendée Grand Littoral. Et donc on l'a questionné officiellement, en dehors de ça, de nos réunions, pour qu'ils nous disent s'ils étaient favorables à notre entrée, parce qu'on ne va pas lancer une procédure si ils ne sont pas prêts à nous accueillir. Donc vous avez dans votre dossier, je pense qu'on a dû vous mettre le courrier que nous avons reçu. Alors aujourd'hui, on vous propose non pas de décider de quitter la communauté de communes, mais de lancer une étude, missionner un cabinet qui, lui, va nous indiquer toutes les conséquences financières, positives et négatives, de la sortie de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral et de l'entrée dans la nouvelle communauté de communes Grand Littoral. Voilà, donc je résume le texte. Et donc le conseil municipal, alors, il y a eu une question de la minorité, et évidemment, moi je suis favorable pour qu'on crée une commission. Donc la procédure pour créer une commission, c'est que on ne peut pas la décider aujourd'hui, parce que c'était pas l'heure du jour, mais elle sera intégrée à l'heure du jour du prochain conseil municipal qui doit se tenir le 22 février. Le 22 février. Voilà, sur lequel il y aura, comme toutes les autres commissions, un certain nombre de représentants de la majorité et de la minorité. Donc,
Pour en conclure, le conseil municipal, après en avoir délibéré, se prononce favorablement pour l'étude d'intégration éventuelle de la commune au sein de la communauté de communes Vendée Grand Littoral, décide de faire appel à un cabinet pour étudier la faisabilité de ce transfert et les incidences économiques et financières pour la commune, de la sortie de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral et de l'entrée dans la communauté de communes Vendée Grand Littoral, afin de permettre au conseil municipal de prendre position. Autorise monsieur le maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Enfin, c'est pas nouveau, hein, on en parle depuis un certain temps. Non, pas de questions. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Donc vous avez noté que le mois prochain, on créera une commission qui sera chargée d'un certain nombre de... Bon, alors le cabinet, je pense qu'on ne va pas attendre la prochaine commission, parce qu'en fait, il y a un cabinet que nous avions déjà utilisé quand on avait décidé de se rapprocher d'Angle, c'est KPMG, et c'est un des cabinets leaders en France de ce type de mission pour les collectivités territoriales et nationales. Donc on va les questionner et évidemment on va établir un cahier des charges et je pense que la commission aura le plaisir de travailler sur en s'inspirant de celui qui a déjà été fait il y a quelques années. Voilà. Mais le temps, parce que le temps est relativement court pour nous puisqu'il faut qu'on ait décidé au plus tard pour rentrer le 1er janvier 2025. Après, c'est plus possible compte tenu des élections de 2026. Voilà. Donc, on a à peu près 11 mois pour faire l'étude et décider. Donc, y a-t-il des votes? C'est fait. C'est fait? C'est fait. C'est fait. C'est fait. Le problème est réglé. Donc le point numéro 11, ce sont les questions. Première question, c'est conseiller interne de la commune, pouvez-vous nous donner des explications orales? Alors, donc, on peut vous donner toutes les explications, mais dites-nous ce qui vous... Vous êtes prêt à nous faire une explication? Ah, c'est M. Durand qui va le faire? M. Durand. Oui, s'il y a des questions précises, je ne sais pas. En fait, donc, tous les 2 ans, les seuils changent. Et donc ça, c'est pas de notre fait, hein, c'est la loi. Et en fait, nous, tous les 2 ans, on réadapte la délibération ou le guide de la commande publique qu'on vote tous les ans, on le réadapte en fonction des changements de seuil. Donc il n'y a pas eu de changement notoire sur ce qui se pratiquait avant, en fait. Donc après, je ne sais pas si vous avez des questions précises sur les tableaux ou le guide, mais c'est une transposition de ce qui se faisait avant. Il y a juste les changements de seuil avec la particularité des mesures qui avaient été prises à l'époque pour le Covid, c'est-à-dire le seuil de 100 000 € qui a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2024, le seuil de 100 000 € qui nous dispense de publicité de mise en concurrence pour les marchés de travaux. Parce que pour les marchés de services et de prestations, il est à 40 000 €. C'est tout ce qui a changé. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Donc, ce qui intéresse, je pense, les collègues, c'est à quel moment la CRO intervient, à quel moment le maire peut prendre directement décider le marché, etc. C'est ça? Alors, tout est marqué dans le tableau. Il y a des points, il y a des correspondants à chaque ligne, c'est clair. Donc, alors, en fait, dans le tableau, si on parle de qui examine les dossiers et qui prend les décisions. Donc, pour les marchés de fourniture et de services, alors, suivant les différents seuils, jusqu'au seuil
de procédure formalisée. Alors, il y a un premier palier qui est le seuil de 40 000 €, où là, les dossiers sont examinés par les services qui font une proposition au maire, et c'est le maire qui prend la décision. C'est toujours le maire qui prend la décision d'ailleurs, enfin, sauf en procédure formalisée. Après, entre 40 000 et 221 000 €, c'est l'élu délégué et les services compétents qui analysent les dossiers d'offres, et monsieur le maire prend également la décision. Et enfin, en procès au-dessus de 221 000 €, donc là, on tombe en procédure formalisée, donc là, en procédure d'appel d'offres, et donc là, c'est la commission d'appel d'offres qui intervient, qui examine les dossiers et qui choisit l'attributaire. Pour les marchés de travaux, c'est le même dispositif pour les marchés jusqu'à 40 000 €, c'est-à-dire les services examinent les dossiers, le maire prend la décision. Pour les marchés qui sont entre 40 000 et 221 000 €, c'est l'élu délégué, les services et monsieur le maire qui prend la décision. Il y a une variante pour les marchés qui sont compris entre 221 000 € et 5 537 538 000 €, puisque pour passer en formalisé, le seuil est de 5 538 000 €. Et donc là, le guide que vous votez prévoit que donc pour les marchés entre 221 000 et 538 000, c'est-à-dire ceux qui vont être transmis au contrôle de légalité, parce que le seuil pour transmettre les marchés au contrôle de légalité, c'est 221 000 €. Et donc là, les dossiers sont examinés par les membres de la CAO, mais qui n'interviennent pas en tant que commission d'appel d'offres officielle. C'est-à-dire que les membres de la CAO examinent les dossiers et donnent un avis, et monsieur le maire prend la décision à la suite de l'avis de la CAO. Et puis après, ce qui est assez rare, puisque du coup, 5 538 000 € de travaux, ça représente. Il y a eu la station d'épuration, dernièrement, qui avait été dans ce dispositif. Et donc là, c'est la CAO qui examine et qui attribue le marché. Je sais pas si... Merci. Alors, le point numéro 2, j'ai répondu, je crois, on a créé une commission. Le point numéro 3, déchets, point d'appel volontaire, je laisse pas le monsieur Gauthier. Vous avez dans votre dossier les photos avec la situation des nouveaux points d'apport volontaire qui vont être installés sur la commune. En fait, là, vous en avez 9. Il y en a un nouveau qui a été décidé dernièrement, un 10e qui va être situé à l'entrée de l'embarcadère vers la cabane de Maupas-Plaisancier, sur là où il y a le parking moto et le parking vélo. Donc il y aura un nouveau qui sera situé là. Donc là vous avez les photos, enfin la situation des nouveaux points. J'ai là la carte générale, comme vous en avez parlé. Seulement, elle n'est pas diffusable parce que c'est une carte qui a servi justement pour la détermination de toutes les implantations. Donc vous avez pas mal de gribouillis dessus, c'est pas tellement compréhensible. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va en refaire une propre, hein, et puis on la mettra sur le site. Voilà. Alors, le point d'hiver, pour les déchets, c'est fait. Concernant le point d'hiver, centre de remise en forme, donc les travaux ont commencé, comme vous l'avez pu voir. Hein, sera-t-elle, pour le choix du mode de fonctionnement, c'est-à-dire à savoir si on le prend en régie ou si on fait une délégation de service public.
aujourd'hui, c'est un peu tôt pour le dire, mais je pense que, enfin, il me semble, enfin on en parlera, il me semble que la première année, c'est peut-être préférable qu'on le gère nous-mêmes pour voir un peu, pour établir un cahier des charges, mais globalement, à la sortie, il faudra l'externaliser, puisque la commune n'est pas spécialisée en matière d'activité. Mais remarquez, on a bien géré la piscine pendant quelques années, donc on peut éventuellement gérer, et ce sera sûrement le successeur ou la successrice de futur maire qui prendra la décision, hein, puisque je vous rappelle que normalement cet investissement devrait être mis en service en juin ou plus tard 2025, si tout va bien, et que les élections sont en 26. Donc voilà. Le bébé sera traité par la prochaine On a quelques questions de gens autour de nous concernant ce centre de remise en forme. Y aura-t-il des moniteurs? Est-ce que ça sera accès libre? Est-ce qu'une tarification est déjà envisagée? Non, une tarification n'est pas encore envisagée, mais nous avons les conseils des spécialistes. On a fait l'inventaire du matériel, on a fait l'inventaire et il y a un appel d'offres qui va être lancé, je pense, la semaine prochaine ou dans les 15 jours qui viennent. M. Renaud est en train de régler. Donc on a eu plusieurs réunions avec des spécialistes qui gèrent des salles de sport. Et donc on sait maintenant quel matériel il faut mettre, comment ça va être aménagé. Voilà. Donc, on pourrait avoir connaissance des conseils de ces spécialistes? Parce que ça pourrait être intéressant. Vous allez avoir la liste du matériel. Au moment d'appel d'offres? Oui, vous allez avoir l'appel d'offres. Donc, tout ça, c'est quasiment défini. Et puis, évidemment, cette structure qui nous conseille est éventuellement intéressée pour le prendre en exploitation, puisqu'ils en ont déjà 3 dans la région. Donc, ça les intéresserait de prendre la tranche, puisque le dirigeant a une maison à la Tranche-sur-Mer, à l'intérieur. Donc, voilà. Mais on pourrait savoir quelle structure? Ça s'appelle bleu, oui, orange bleu. Orange bleu. Ils en ont une à Luçon. La tarification, on pourrait s'en rapprocher. Allez-y. Ils en ont 3. Ils ont Luçon, ils ont Fontenay-le-Comte et Niort. Et le dirigeant, il a une résidence secondaire, il habite Niort, mais il a une résidence secondaire à la Tranche-sur-Mer. Et donc il fait partie, il est même je crois que c'est un des dirigeants de ce groupement qui est implanté sur toute la France. Voilà. Donc il nous a donné les bons fournisseurs, le bon matériel. Voilà. J'ai tout ça, que j'ai transmis à M. Renaud. Il est même intervenu pour modifier les plans. Voilà ce que je peux dire. Et donc les travaux ont commencé, et donc tout se passe bien avec les riverains, puisque les riverains, au début, ils avaient quelques inquiétudes concernant évidemment des murs qu'ils vont avoir en bout de clôture de chez eux, de terrain. Mais tout, apparemment, ils sont rassurés de ce qui va être fait. Voilà. On a même fait une étude, c'est l'architecte qui a fait une étude d'ensoleillement pour leur montrer qu'ils ne seront actuellement pas gênés par l'ensoleillement de cette construction. Et on leur a fourni en plus. Ils l'ont. Il y a d'autres questions? Non? Merci. Donc, y a-t-il des questions diverses, autres, avant de clôturer la séance? Pas de questions? Donc je lève la séance. Il est 21h14.